Dans ce genre d'endroit, tout commence toujours comme ça. Dans ce genre d'endroit, tout commence toujours comme ça. La peur incarne la peur, la haine incarne la haine. Les personnes qui sont mortes restent là dans cette maison, un petit peu comme des reflets. Ils restent là dans cette maison, emprisonnés, un petit peu comme des reflets, des ombres, des murmures. Ils restent là emprisonnés et patientent. Le temps continue d'avancer, mais sans eux. Le temps continue d'avancer, mais sans eux. Sans eux, le temps continue d'avancer. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de perte de minutes, il n'y a pas de perte de secondes, et il n'y a pas de perte d'heures, et moins de perte d'années et de mois. Les mois défilent, les années s'allongent, les secondes passent, le temps passe. Le temps passe différemment à l'intérieur, et le temps passe différemment à l'extérieur. Mais les années défilent, les années se rallongent. Le temps continue de défiler sans eux. Personne à l'intérieur, personne à l'intérieur. Personne à l'intérieur, personne à l'extérieur. Mais quand j'ai mis mes pieds à l'intérieur et que j'ai commencé à marcher dans les couloirs, une sensation étrange m'est venue dans le dos, une sorte de frisson froid, et plus je me mettais à avancer dans les escaliers, plus je commençais à marcher, plus le temps se mettait à défiler sans ces personnes, toutes ces personnes qui sont mortes dans cette maison. Je me rendais alors compte qu'en fait cette maison n'emprisonnait pas simplement les âmes, mais les enfermait un petit peu comme dans un tombeau. Cette maison était un tombeau gigantesque, enfermant enfermant les armes qui ont servi à les tuer, enfermant les armures, enfermant les âmes à l'intérieur d'armures, mais surtout enfermant les âmes à l'intérieur d'un tombeau gigantesque. Cette maison les enferme, enferme les armes et leurs bourreaux, nous enferme à l'intérieur. Et nous sommes un peu les inspecteurs de cette maison. Nous, enfermés à l'intérieur, nous sommes un peu les inspecteurs de cette maison. Ce que cette maison décide de nous montrer. Ce qu'elle décide de nous montrer la nuit venue à minuit. Ce qu'elle décide de nous montrer, comme par exemple une femme qui traîne ses jambes sur le sol, qui essaye de ramper à la seule force de ses bras, alors que ses bras sont tous les deux cassés. L'ombre gigantesque d'un homme qui la regarde de haut avec son arme, avec son couteau, avec sa hache qui traîne sur le sol. Le tapis et la tapisserie couverte de sang. Le tapis, la tapisserie couverte de sang. Les lits en baldaquin qui grincent. Les lits en baldaquin qui grincent. Les 16 coups de couteau qui s'enfoncent à l'intérieur de sa poitrine. Le sang qui se verse sur le côté et qui tombe sur le plancher. Le vent frais dans les couloirs et le vent frais qui passe à travers les portes ouvertes. Les portes et les fenêtres qui se claquent. Tout ce que je peux entendre, ce ne sont que des fenêtres qui se claquent. Ce ne sont que des portes ouvertes et des courants d'air froid qui me passent dans la nuque. Je peux entendre des cris d'animaux à l'extérieur, et je peux entendre les cris des humains à l'intérieur. Tout ça, ce ne sont que des indices que la maison va me donner, des indices effrayants qui me glacent le sang et qui m'hérissent les poils du dos. Ce genre d'indices que la maison me donne qui m'hérissent les poils du dos et surtout qui me glace le sang plus qu'autre chose, ce genre d'indices qu'elle me montre, ce genre de reflet de la réalité, ce genre de reflet du passé. Ce genre du reflet du passé alors que le temps s'est écoulé il y a bien longtemps. Alors que le temps s'est écoulé il y a bien longtemps, ce genre de reflet de la réalité de notre passé, la réalité d'antan. La réalité d'il y a des années, la réalité d'il y a des secondes, il y a des minutes, il y a des mois. Il y a des mois, des années que je trouve partout dans les couloirs, que je trouve partout à l'intérieur de cette maison, comme si ce n'était plus qu'un énigme à résoudre. Je trouve partout des petites affiches sur lesquelles il est écrit missing, sur lesquelles il est écrit disparu. Maintenant que pour moi ça ne ressemble plus qu'à un énigme à résoudre, maintenant que pour moi, lorsque l'énigme sera résolue, je pourrai sortir de cette maison, je suis toujours enfermé à confronter ces visions, ces visions qui ne sont que des visions de mort imminente,
d'assassinats, de coups de couteau, de haches qui traînent contre le sol, de pas lourds sur le plancher, et de femmes qui se traînent à la seule force de leurs bras, traînant tout le poids de leur corps, se traînant à la seule force de leurs bras, traînant leurs jambes sur le sol, et regardant le tapis, s'accrochant au tapis, et à leur dernière once d'espoir, alors que la rivière d'espoir qui s'écoulait dans un océan aussi grand que notre océan à nous, alors que leur espoir qui s'écoulait dans cet océan aussi grand que notre océan à nous, la rivière d'espoir à laquelle elles allaient boire et s'abreuver, alors que tant bien que mal, cette rivière à laquelle elles allaient s'abreuver, récolter la moindre espoir qu'elles pouvaient encore trouver, alors qu'elles y allaient tous les jours, et qu'elles retournaient dans cette maison, comme si ce n'était qu'un péché capital, ou alors comme si ce n'était qu'un péché original, comme si c'était le péché original. Elles retournaient dans cette maison chaque soir elles y retournaient, confrontées à leur bourreau, confrontées à leurs cicatrices, confrontées à ce qu'elles n'ont pas pu combattre, confrontées au passé, au présent, au futur, confrontées à ces trois époques distinctes superposées les unes sur les autres. Moi, j'essaye de découvrir ce qui les sépare. J'essaye de découvrir ce qui sépare tous ces meurtres, pourtant supporter les... J'essaye de découvrir tout ce qui sépare ces meurtres, pourtant superposés les uns sur les autres, séparés entre le passé, le présent et le futur. Je récolte les affiches sur lesquelles il est écrit Missing et sur lesquelles il y a cette photo de la personne qui a disparu. Je les récolte, je les pose sur un mur et je les accroche. Je regarde et j'essaye de faire des liens. Les liens sont de plus en plus compliqués. Chaque soir, chaque nuit, quand un meurtre apparaît, les liens sont de plus en plus compliqués à faire. Je m'acharne à essayer de comprendre. J'essaye de comprendre. J'essaye de trouver la compréhension à travers tout ça, mais elle n'est pas facile à trouver. La maison la cache un peu comme une chasse au trésor. La maison la cache, elle cache la compréhension pour que j'essaye de la trouver. Je daigne essayer en vain d'essayer de trouver cette compréhension que je n'arrive pas à, finalement je n'arrive pas à trouver. Je n'arrive pas à coordonner les indices entre eux, je n'arrive pas à les mettre l'un à côté des autres, un petit peu comme une ligne du temps. La ligne du temps dans cette maison est un petit peu effacée, comme l'oxygène que nous ne pouvons pas voir, ou comme le vent et l'air que nous pouvons respirer, mais que nous ne pouvons pas apercevoir sous une forme matérielle. Je regarde toutes ces visions et tous ces meurtres qui m'apparaissent la nuit dans les couloirs, les traînées de sang que je suis jusqu'à des cadavres que je soupçonne être des cadavres exquis. Je m'assieds à côté des corps et j'essaye de trouver de plus amples choses qui pourraient m'aider, de plus amples indices qui pourraient m'aider, des indices peut-être un peu plus palpables que le temps, que l'oxygène et que l'air, que nous ne pouvons pas voir sous une forme exacte. Assis à côté d'un cadavre, j'essaie de comprendre ce qui leur est arrivé. Mais ce n'est pas bien facile. Ce n'est pas bien facile avec cette maison qui me complique la tâche et qui chaque soir fait apparaître un meurtre différent. J'essaye de comprendre, mais ça ne va pas plus loin qu'un meurtre qui apparaît chaque soir à minuit. Et me croiriez-vous si je vous racontais cette histoire? Et me croiriez-vous si je racontais cette histoire? L'histoire d'un château. L'histoire d'une énorme demeure. L'histoire d'un château aux plusieurs douves. L'histoire d'un château aux plusieurs meurtrières. L'histoire d'un château aux plusieurs petites tourelles. L'histoire d'un énorme château. Il était l'histoire d'un château. Celui-ci présentait des signes du passé. Celui-ci présentait des signes du passé, s'éloignant de plus en plus. S'éloignant de plus en plus, le passé commença à se mélanger avec la réalité. À l'intérieur, le château n'était plus un simple château, mais ressemblait à une salle d'archives. Il ressemblait à une salle d'archives et enfermait des photos. Il enfermait des photos, des vieux livres qui racontaient des histoires.
Des vieux livres qui racontaient des histoires qui se passaient au 19e, au 16e ou au XVIIe siècle. Certaines histoires se passaient même maintenant, au XXIe siècle ou au XXe siècle. Toutes ces histoires entreposées dans des armoires, entreposées dans une bibliothèque. Il y avait même des saintes Bibles. Il y avait même des saintes Bibles superposées sur une porte pour empêcher que les esprits ne rentrent. Sous chaque oreiller, sous chaque coussin de la maison, il y avait toujours des ciseaux de couturière aux grandes lames aiguisées, qui étaient ouverts en deux, pour éviter que les esprits ne s'approchent trop de nos corps pendant la nuit, pour éviter que les esprits ne s'approchent trop de nos draps, de nos couvertures, de notre matelas et de nos lits en baldaquin près de la fenêtre, pour éviter toute menace avec les esprits, pour éviter toute rencontre avec les morts. On glissait en dessous de nos coussins, de manière légère, on déposait sur les draps et on le glissait juste en dessous, un ciseau ouvert, une paire de ciseaux ouverts, et on le déposait juste en dessous de notre coussin. Mais ce n'était jamais très utile quand une personne se réveillait le matin avec la main scarifiée et ouverte. Le sang avait coulé sur les draps. Il fallait une nouvelle fois les laver, et on mettait alors toujours le ciseau par terre ou sur la table de nuit. Dans cet endroit vivaient les fantômes du passé. Dans cet endroit vivaient des fantômes avec une énergie plus que suffisante pour pouvoir hanter cet endroit. Cet endroit était hanté par ces fantômes, ses propres fantômes, toutes les personnes qui sont venues y vivre. Nous, quand nous sommes venus y vivre, les fantômes du passé, les fantômes de cet endroit, les fantômes des murs et des cadres, les fantômes des photographies encadrées, dans des grands cadres noirs, ou alors dans des grands cadres blancs qui étaient posés au mur. Toutes ces photographies étaient les fantômes qui hantaient cet endroit. Nous sommes venus y vivre pendant un bon moment, mais rien de plus qu'une impression d'être observé la nuit, rien de plus qu'une impression d'être suivi, que le plancher derrière nous commence à grincer. J'ai regardé alors derrière moi, mais je n'ai rien vu. Rien qu'observé qu'un simple couloir vide que je venais de traverser. Un courant d'air froid qui me traversait la nuque comme un murmure ou comme une caresse, comme la main froide d'une autre personne qui vient se déposer sur notre épaule, alors que j'étais en train de me demander qui était la personne qui pouvait peut-être se joindre à moi, qui était l'esprit ou alors le fantôme qui pouvait peut-être marcher à côté de moi à présent. À présent, je marchais vers la fenêtre et je m'y suis assis. J'ai allumé une cigarette et j'ai commencé à fumer. Dans le ciel, la fumée s'en allait. Et formait des volutes et certaines boucles qui s'entrecroisaient. Dans le ciel, la fumée partait, disparaissait, et finissait par s'évanouir et retomber vers le sol. Elle retombait vers le sol, juste devant la porte. Je me disais que les fantômes qui étaient malheureusement enfermés à l'extérieur avaient certainement envie de rentrer une nouvelle fois à l'intérieur, de retrouver leur chez-soi, de retrouver leur chambre, de retrouver leur cuisine, leur salle à manger, et de continuer leur vie telle qu'elle, alors que leur vie telle qu'elle s'était arrêtée il y a bien longtemps, au 19e, au 17e, au 16e siècle. Leur vie s'était arrêtée il y a bien longtemps dehors, mais enfermés trop tôt à l'extérieur pour qu'ils puissent rentrer à l'intérieur et ouvrir la porte et la refermer derrière eux. Les fantômes de l'intérieur, les fantômes des photographies, les fantômes des cadres et les fantômes des livres qui étaient à l'intérieur, les fantômes des vieux vêtements qui avaient été abandonnés dans les armoires, les fantômes des vieux vêtements cintrés sur cette armoire, sur les cintres, les fantômes des vieilles robes posées les fantômes des vieilles robes blanches posées le soir sur les meubles ou alors sur les chaises, les robes blanches, les robes de soirée, les costumes taillés, les costumes 3 pièces taillés en pointe au bout des bras ou taillés en pointe à l'arrière dans le dos. Ces costumes taillés pour les hommes et pour les femmes, les robes qui étaient déposées sur les chaises retirées,
Et juste au-dessus, le lustre qui était en train de pendre, parmi ces milliers de cristaux, il y avait quand même la lumière de la lune qui éclairait les milliers de cristaux, qui éclairait le cristal du lustre. Le lustre, lui, un grand lustre à 3 étages, était suspendu d'une chaîne qui passait au-dessus des 3 étages. Cette chaîne passait devant les 3 étages des escaliers qui étaient en train de longer les murs, les murs de ce château. Longeant les murs de ce château, les 3 étages parmi lesquels cette chaîne était en train de remonter jusqu'au plafond, sur laquelle était suspendu le lustre éclairait cette table et ce banquet préparé depuis des années sur lesquels la moisissure et la pourriture avaient atteint ce qui était bon à manger. Ce qui était bon à manger, les plats, le dîner qui avait été préparé il y a bien longtemps, la moisissure, les vers, les larves et les mouches l'avaient déjà mangé entièrement. Il ne restait plus que des os et les assiettes en porcelaine, une odeur de moisissure, de viande pourrie, une odeur putride à l'intérieur de la maison, mais malgré ça une odeur de pourriture, de bois pourri et de bois verni, ainsi que de bois poncé, n'arrêtait pas de m'envoûter les narines, malgré cette odeur de pourriture que je pouvais sentir partout autour de moi. Quand je m'en suis rendu compte, finalement, j'ai débarrassé et j'ai tout jeté. Quand j'ai tout jeté et que je suis revenu, les meubles avaient bougé. La table n'avait pas bougé, mais les chaises avaient bel et bien bougé. Par terre, les vêtements étaient mis en tas, les cintres sur le côté, remis à l'intérieur d'une armoire qui était ouverte. Sur l'armoire, un message y était gravé. C'est à ce moment-là que je me suis demandé ce que ça faisait de vivre dans une maison vivante. Une maison hantée, quelque part hantée par des fantômes qui n'étaient pas méchants, mais des fantômes qui présentaient un passé douloureux, qui présentaient un passé qui faisait mal au cœur, le genre de fantôme que l'on veut aider, le genre de fantôme que l'on veut pouvoir apprécier, le genre de fantôme que l'on n'apprécie pas, car ils hantent notre maison. Mais on veut pouvoir les aider car ils présentent un passé douloureux. Ils présentent une injustice qui leur est arrivée. Malheureusement, ils sont coincés ici et continuent à revivre et à essayer de vivre leur vie qu'ils auraient voulu. J'essaye de les aider du mieux que je peux, j'essaye d'entretenir la maison, j'essaye d'entretenir leur maison, car c'est aussi bien la mienne que la leur. Des années défilant, des années s'effondrant, des années partant en fumée. Nous retrouvons son corps quelques années plus tard près d'un village qui avait été détruit. Nous retrouvons son corps près d'un village qui avait été détruit. Celui-ci était parti en fumée pendant un incendie, laissant croire à une légende plus absurde que réelle, laissant croire à cette légende que partout autour de ce village pesaient les démons et les esprits. Pesait un monde entre le nôtre et entre le leur. Entre le leur et entre le nôtre, ce monde n'était plus qu'une réalité absurde pour certains villageois, mais pour d'autres qui vivaient reclus dans un village un peu plus loin, ce n'était qu'une réalité parmi tant d'autres. Pour eux, ce n'était que comme faire un tour dans la savane ou dans la forêt. Ces gens qui vivaient là-bas, enfermés et reclus, qui vivaient en Afrique, savaient très bien que ce village était hanté par quelque chose de maléfique, mais ils ignoraient encore quoi. Un jour, quand ils ont retrouvé l'une des villageoises effondrée, en pleurs, par terre, juste devant un feu de joie qu'elle avait fait elle-même. À l'intérieur de ce feu de joie, plusieurs corps y avaient été retrouvés, alors que cette femme avait été retrouvée toute seule. Et selon les personnes qui habitaient au village, selon le grand chaman et selon la prêtresse du village, selon les personnes qui y habitent là-bas, elle y était partie toute seule. Et personne n'avait jamais habité ce village. Personne qui y était allé n'y avait jamais survécu. Il y avait un poids trop fort, il y avait un poids, une énergie trop puissante. Une énergie trop puissante y demeurait, une énergie néfaste. Et cette énergie néfaste pouvait détruire quiconque s'y approchait.
Quiconque s'y approchait pouvait douter, commencer à douter de soi-même, commencer à s'en prendre à lui-même, à avoir des idées noires. Ce village faisait ressurgir nos pires peurs, faisait ressurgir nos pires angoisses, et faisait surtout ressurgir nos doutes, nos hontes, faisait ressurgir tout ce dont on avait honte, tout ce dont on doutait, toutes les choses qu'on regrette. Nos regrets remontaient à la surface. On ne devenait alors plus qu'amertume. On ne devenait plus qu'amertume et on ne devenait plus qu'amertume et plus qu'acidité. On devenait alors des personnes noires, d'aigreur et d'acidité. Lorsque nous étions ce genre de personnes acides comme un citron, ou alors des personnes sèches comme le Sahara, lorsque nous étions ce genre de personnes, la mort n'était plus très loin. La mort n'était plus très loin, la mort était évidente. À un moment, nous allions passer à l'acte. À un moment, il était vrai, ou il était trop tard pour pouvoir revenir en arrière. Il était trop tard, il était tard pour revenir en arrière. La nuit tombait et nous ne pouvions que nous éclairer à la lumière d'un feu ou à la lumière de la pleine lune, car là-bas, il faisait toujours pleine lune. Là-bas, il faisait toujours pleine lune. La seule manière de s'en éclairer, c'était de rester juste en face de la pleine lune, en dessous. Elle restait toujours, pas à l'horizon, mais toujours au-dessus du village. Le village était alors éclairé par une lumière qui paraissait phosphorescente et qui paraissait fausse. Cette lumière qui paraissait phosphorescente et qui paraissait fausse, on disait souvent que c'était l'œil du démon qui nous regardait depuis la surface, qui nous regardait depuis le ciel. La mort n'était plus très loin quand on s'approchait de cet œil. Quand on le regardait ou qu'on levait la tête, on se rendait compte que certaines ombres noires nous approchaient. Certaines ombres noires nous approchaient. L'Afrique était un pays terrifiant, si terrifiant que certains villageois qui vivaient là-bas avaient le projet de partir un peu plus loin au sud, en Afrique du Sud. Ceux qui vivaient en Afrique du Nord, près de ce village abandonné où que plus tard, des personnes venues d'Europe ont découvert qu'il avait été fabriqué juste au-dessus d'un ancien cimetière. Un ancien cimetière de tribus Agora. Les tribus Agora ou les tribus Patou étaient des tribus qui vénéraient leurs morts. Ils vénéraient leurs morts comme étant un retour à la réalité, comme étant un retour à la vie, un second départ, une seconde vie qui leur était offerte. Ils savaient que derrière le voile se cachait une seconde vie, se cachait une seconde chance de tout réussir, une seconde chance de tout faire différemment. Mais malgré leur culture et malgré leurs croyances, tout cela s'est effondré un beau jour où une éclipse rouge s'est présentée. Dans le village. Un jour, les ombres sont sorties des ténèbres, sont sorties d'une grotte un peu plus loin, découverte par un homme, découvert par un villageois, qui lui-même était parti tout seul, comme cette villageoise que l'on a retrouvée, un squelette sous les flammes et sous le bois qu'elle avait mis en tipi pour pouvoir faire un feu et pour pouvoir faire en sorte que les flammes s'élèvent vers le haut, s'élèvent vers la lune, essayant et plaignant Dieu à essayer de faire brûler le soleil qui était juste au-dessus d'elle, car elle sentait les ombres s'approcher d'elle. Malgré ça, malgré tous ces essais en vain, malgré le fait qu'elle avait perdu son enfant 1 an plus tôt, malgré le fait qu'elle n'ait jamais cicatrisé, la peur, la haine et la rancœur qui étaient à l'intérieur d'elle ne faisaient que ressortir et bouillir comme de l'eau. Bouillir comme de l'eau à l'intérieur d'une casserole. Bouillir comme de l'eau à l'intérieur d'une casserole. Toute sa rancœur, toute sa haine, tout son désarroi et toute sa tristesse ne faisaient que remonter. Elle avançait si bien que mal vers la rivière qu'elle se sentait traîner sur le sol et qu'elle sentait ses épaules s'appuyer sur le sol, comme si ses épaules venaient à peser 1 kilo, et comme si son dos venait à peser 1 tonne, comme si elle se mettait à ramper et n'avait plus de force pour avancer. Mais une fois au bord de la rivière, l'évidence était là. Il était déjà trop tard pour qu'elle se rende compte de la chose, mais une fois sous l'eau, son âme a été rendue au village. Les ombres l'ont accueillie à bras ouverts. Les ombres l'ont accueillie
dans un village de ténèbres, de rancœur, de pleurs, de haine et de cicatrices qui n'étaient pas fermées et qui n'avaient jamais cicatrisé, elle avait été accueillie par ses démons, elle avait été accueillie par ses esprits, des esprits vengeurs qui cherchaient encore une porte de sortie, malgré le fait que personne ne pense qu'il y en ait, ces esprits qui cherchaient encore une porte de sortie, elle avait été accueillie par leur royaume. De l'autre côté, enfermée d'une porte qui n'avait ni clé, qui n'avait ni verrou, et, et qui n'avait ni serrure, elle ne pouvait donc plus ressortir, mais son fils est arrivé de l'autre côté. Le voyant arriver de l'autre côté, retrouvant sa maman, et criant le nom de sa maman, courant vers elle, qui n'était plus qu'un simple fossile allongé par terre. Elle n'était plus qu'un simple fossile allongé par terre qui avait vieilli avec le temps et qui s'était fossilisé. Il ne restait plus que 2-3 os, une côte et peut-être la moitié d'un visage décomposé. Quand son enfant a vu ça, sa mère hurlant derrière la porte, sa mère hurlant et frappant derrière la porte du monde des esprits, qui la laissait regarder ça. Qui la laissait regarder ça, un petit peu comme un spectacle au cinéma, un petit peu comme un énorme long film de 1 heure que l'on regarderait, qui nous ferait mal au cœur, ou alors qui nous briserait le cœur, nous fendrait le cœur en deux avec une lame. Elle était en train de regarder son fils qui observait sa dépouille, la dépouille de sa mère ramassée par des personnes du village et emmenée sous un feu, alors qu'elle était venue pour la même raison, pour brûler le frère jumeau de son enfant. Elle était en train de voir son fils regarder sa dépouille à elle, et elle, prisonnier du monde des esprits, ne savait que lui dire pour le rassurer, ne savait rien lui dire pour le rassurer, ni même le prendre dans ses bras. Elle appartenait maintenant à un monde d'obscurité et de ténèbres, à un monde qui n'était plus le sien, mais à un monde qui lui appartiendrait bientôt. Elle n'allait ni en être la reine, ni en être le roi, ni être quelqu'un qui allait diriger ce monde, mais elle allait simplement être une ombre de plus à travers les ténèbres qui franchiront le monde des vivants et le monde des morts de temps en temps, de temps à autre pour faire basculer la balance. Malheureusement, ce soir-là, je doutais fort de ma raison. Je doutais fort, malheureusement, ce soir-là, de ma raison de venir. Je doutais surtout de ma raison de poser cette question. Je me disais en me regardant dans le miroir qu'il y avait devant la paroisse, en me regardant dans le vieux miroir qu'il y avait devant la paroisse, un vieux miroir presque brisé, recouvert de moisissures, je me regardais dedans. Derrière, il y avait le jardin abandonné. Il y avait le jardin abandonné avec des barres de métal qui étaient complètement oxydées, recouverts de rouille. Les fleurs, elles, quant à elles, les fleurs rouges et les fleurs blanches, des fleurs blanches très pâles, et les fleurs rouges d'un rouge sanguin, presque comme le sang, étaient en train de pousser. Elles étaient d'un rouge sanguin, presque d'un rouge vif, un rouge vif comme le sang, mais si noir qu'on pouvait en apercevoir des pétales presque noirs de loin. Ces roses qui poussaient tout le long, des pics oxydés, couverts de rouille, me paraissaient être des roses noires, alors qu'en m'approchant un peu plus, il ne s'agissait que de roses simples, rouges couleur sang. Je doutais fort de ma question aussi que j'allais poser au pied. Je doutais fort de ma question que j'allais poser au père de la paroisse. Quand j'ai été lui poser cette question, il m'a regardé droit dans les yeux. Il me disait qu'il était un homme pieux, un homme de foi. Moi aussi j'étais une pieuse, une femme de foi. J'étais une femme de foi, une pieuse. Je pensais aussi bien au mal que je pensais aussi bien au bien. Je pensais au bien, je pensais au mal, je pensais au péché, je pensais aux pécheurs et je pensais aux pécheresses. Je pensais à toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont fait du bien. Je pensais à toutes ces femmes qui ont fait du bien et tous ces hommes qui n'en ont pas fait, ou alors tous ces hommes qui en ont fait. Je pensais à la paroisse, à l'église. Je pensais à cette hiérarchie déposée dans l'église
posé tel un pion pour pouvoir guider l'Église vers le chemin de la prêtrise. Quand je pensais à ça, à cette hiérarchie déposée dans l'Église comme un pion sur un plateau d'échecs, déposé à l'intérieur pour pouvoir guider l'Église sur le bon chemin, le chemin de la foi, un chemin pieux qui les guiderait qui les guiderait dans le bon, qui les guiderait dans le bon sens, et surtout vers la croix de Dieu, accrochée juste au-dessus de moi. Mais quand je me suis assis juste en dessous de la tourelle, juste en dessous des meurtrières, les meurtrières ne me rassuraient pas. Il y avait de vieux fusils désarmés déposés entre les meurtrières. Le prêtre a regardé dans ma direction, a regardé les fusils là où je les regardais, posés entre les meurtrières, et a regardé les petites tourelles. Il m'a invité à rentrer. Une fois que nous sommes rentrés, on s'est assis dans la paroisse. On s'est assis dans la paroisse. Quand on s'est assis dans la paroisse, nous étions juste devant un endroit. Une petite armoire en bois, sur lesquelles il y avait des cierges, et sur lesquelles il y avait une photo de la Sainte Vierge. Il y avait une grande croix derrière, une croix noire déposée sur un plateau en bois, qui était accroché par 2 chaînes, et juste au-dessus, une énorme statue de la Sainte Vierge avec des ailes déployées. Avec une main sur la tête d'un jeune enfant qui était assis par terre à sa robe qui était pliée, couverte de plis dans tous les sens. Elle regardait cet enfant et posait sa main sur son visage. Sur le visage de notre Sainte Marie ne redéposait plus qu'une seule chose, la gloire, la réussite, mais surtout l'amour, la paix. L'amour, la paix, la gloire, la réussite, toutes ces choses qui pouvaient s'y identifier. La paix, l'amour, la résurrection. La paix, l'amour, la résurrection. L'empathie, la prouesse d'amour, tout ça était reflété sur son visage. Malgré que son visage soit un peu flou, les années passèrent, le temps passèrent, détruisant la sculpture. Le temps passèrent, et je regardais encore cette sculpture, encore et encore, même si le temps passait. Chaque jour, je revenais poser une question au prêtre de la paroisse. J'habitais dans cette maison qui autrefois était un asile pour les fous aliénés. Y vivait une sœur qui s'occupait d'un aliéné, un aliéné qui était son préféré. Il le chérissait. Elle le chérissait, lui faisait prendre son bain. Elle faisait couler de l'eau bouillante dans une baignoire. Elle mélangeait l'eau à un savon. Avec sa main, elle mélangeait l'eau. Elle venait le chercher dans sa chambre, lui mettait un essuie sur l'épaule, et ensuite, elle venait le déposer. Elle venait le déposer sur un vieux fauteuil en bois à côté de la baignoire, et le faisait grimper dans la baignoire. Là, elle le lavait et prenait soin de lui. C'était un psychopathe aliéné de plus de 80 ans. Cet endroit était hanté par cette jeune sœur, hanté par son fantôme, hanté par cette jeune sœur qui ne cherche plus qu'à retrouver le fantôme, un fantôme qui cherche à en retrouver un autre. N'est-ce pas ironique? N'est-ce pas ironique ou n'est-ce pas paradoxal? Un fantôme qui cherche à en retrouver un autre. Le fantôme de cette jeune sœur cherchait à retrouver son aliéné préféré, cherchait à retrouver son psychopathe préféré, cherchait à retrouver sa chambre qu'elle retrouvait toujours vide, qu'elle retrouvait toujours nettoyée, qu'elle retrouvait toujours différemment. Cela l'a mise dans une colère noire, dans une rage meurtrière. Elle s'est transformée, s'est disloquée, et n'est devenue alors plus qu'un être démoniaque de chair et de sang. De chair et de sang, elle n'est devenue plus qu'un être démoniaque qui s'en est pris à nous dans cette maison. Cette maison qui avant était un asile. Elle s'en est prise à nous, mais repose toujours en paix quelque part, son âme et son être reposent toujours en paix quelque part, assise à côté de cette baignoire. Elle attend son aliéné pour lui donner le bain. Elle n'attend plus qu'à ça.
Et moi, je n'attends qu'une seule chose, c'est de la trouver, trouver son âme et de la libérer du fardeau qui pèse sur ses épaules, la libérer du fardeau qui pèse sur son âme meurtrie, la libérer du fardeau qui pèse sur son âme meurtrie, sur son âme meurtrie, sur son âme qui a été atrophiée, sur son âme qui a été atrophiée par le temps, qui a été défigurée par le temps. Aujourd'hui, elle n'est plus une âme détruite, détruite sans sommation, détruite sans sommation par les souvenirs qu'aujourd'hui elle haït, par les souvenirs du temps, par les souvenirs du passé, par l'érosion du temps et des heures qui passent, des années et des mois qui défilent. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'une destruction du temps, elle n'est plus qu'une âme qui se faufile entre les murs, une âme qui se faufile entre le papier peint pour passer de pièce en pièce et retrouver la chambre de son patient, celui qu'elle aimait tant. Mais elle ne le retrouve plus. Je l'aiderai à le retrouver, mais pour ça il me faut l'aide du père, du prêtre de la paroisse. Mais va-t-il m'accorder ce que je demande, ce que je souhaite? Va-t-il m'accorder un souhait pour la énième fois, alors que j'arrive encore pour la énième fois? Va-t-il m'accorder le souhait de venir un jour, de venir la voir, lorsqu'elle se manifestera, lorsque je verrai et que je la ressentirai, lorsque je verrai son âme dans un reflet, lorsque je la ressentirai? M'accordera-t-il le bénéfice du doute? M'accordera-t-il de douter de son existence, ou peut-être que ce n'est que moi? M'accordera-t-il tout simplement la faveur que je demande, la libérer et trouver un moyen de la renvoyer chez elle, dans cet asile, là où elle cherche son psychopathe aliéné préféré, là où elle le retrouvera, et se retrouveront alors tous les deux dans une sorte de paradis perdu, un Éden qui leur appartiendra pour toujours. Je suis peut-être dans sa maison, mais je suis aussi dans l'asile dans lequel elle travaillait. Mon devoir est maintenant, comme elle, de protéger son âme, de la guérir et de la rendre au paradis, le paradis qu'elle a tant mérité, le paradis qu'elle a tant mérité en s'occupant des aliénés, en s'occupant de cette personne que je n'ai pas connue, que je n'ai pas pu connaître, car cet asile a été construit dans les années 1900.